Hey, en capostique pour un nouvel épisode des réflexions chorégraphiques. Documenter la danse, un devoir de mémoire pour faire grandir la culture. Pour moi, c'est une condition nécessaire et je vais détailler tout ça dans la vidéo, bien évidemment. Pour rappel, ce podcast est disponible sur Deezer et Spotify. Je vous invite fortement à le partager parce que moi, ça m'aide beaucoup, ça fait grandir mon contenu, ce que je vous amène sur les réseaux sociaux et c'est cool, franchement c'est cool. Je vois une évolution des vidéos par rapport à il y a un an et c'est cool. Donc on continue de faire ce chemin. Comme d'habitude, en début de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu à ce sujet de documenter la danse, l'archiver, la médiatiser. Pourquoi c'est une condition nécessaire pour la faire grandir? Eh bien tout simplement parce que sans documentation, sans médiatisation, on ne prête pas son intérêt pour un objet et donc on l'oublie. Et plus on parle de quelque chose, plus on sollicite l'intérêt de plein d'autres personnes et plus on en fait un objet à part et on ne l'oublie pas et ça rentre dans l'histoire. Et pour moi, la danse manque cruellement de documentation. Et après des longues années d'observation de ce manque de documentation, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir un intérêt pour l'histoire de la danse, donc quand j'étais en battle hip-hop, quand j'étais au conservatoire et aujourd'hui au pôle supérieur, et ben, j'ai toujours observé ce manque de documentation et c'est vraiment un frein dans mon avancée, dans l'avancée de plein de danseurs parce que on a besoin d'aller chercher des informations dans l'histoire qui sont nécessaires pour ne pas reproduire des erreurs aujourd'hui. C'est ça que sert l'histoire en grande partie, ne pas reproduire les erreurs du passé. Et j'ai l'impression que on manque un peu de transmission dans les informations concernant l'économie de la danse. Et il y a vraiment des chemins qui sont un peu durs là-dedans, dans l'administration de la danse et son économie, qui seraient plus faciles d'accès si on avait des livres concernant tout ça, des podcasts comme j'essaye de faire. Et je voulais vous parler encore de hip-hop, forcément, parce que j'ai l'impression, et j'ai observé ça ces derniers temps, que le hip-hop, on le sait depuis une dizaine d'années, a beaucoup avancé, beaucoup grandi, que ça soit dans ces diverses disciplines, la musique, je vais vraiment passer un moment là-dessus parce que c'est un point à part, mais la danse aussi, on a aussi le graffiti, etc. On a plein d'autres disciplines de hip-hop qui ont énormément grandi les 10 dernières années, et notamment la musique. Et pourquoi la musique a énormément pris de place dans la culture musicale française et mondiale? C'est parce que, selon moi, il y a eu énormément de documentation, d'archives, de documentaires et de médiatisation autour de ce sujet, de cette culture. Combien de médias sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, on a vu naître ces dernières années et des médias qui juste relayaient les sorties singles et albums de la semaine, du vendredi. Et rien que ça participe à ramener de plus en plus de personnes et à centrer leur intérêt là-dessus. Et nous, on n'a pas cela en danse. On n'a pas de compte Instagram, de chaîne YouTube qui répertorie un peu les dernières pièces du moment. J'essaye de vous le faire, j'essaye de le partager. Et je pense que ça va prendre un peu de plus en plus d'ampleur au fil des années, j'espère, ce genre de documentation. Mais pas que moi, hein. D'autres acteurs aussi de ce milieu journalisme danse, médiatisation de la danse. J'espère et je le sens, je le pense, ça va prendre de la place dans les années à venir. Il y a déjà des bribes de tout ça qui existent depuis quelques années. Je veux dire, les journaux de danse, c'est pas hier que ça a été créé. Voilà, ça date quand même tout ça. Mais voilà, il en faudrait plus. Des comptes Instagram qui répertorient les dernières pièces des chorégraphes. Les théâtres qui fassent plus d'images, de vidéos concernant leur programmation, tout ça. On a besoin de tout ça. Et concernant moi, à ma place d'étudiant, j'en ai un peu souffert de ce manque de transmission, de partage d'informations. C'est-à-dire que moi, je viens de province. Et à Caen, tu n'as pas tout le temps l'information qui te vient à l'oreille de ce qui se passe à Paris. Et un exemple concret de ça, dernièrement, dans les cours de danse hip-hop que j'ai pu prendre au pôle supérieur, on a eu un peu un cours d'introduction à l'histoire de la danse hip-hop et à ce qui se passe aujourd'hui en France. Et il y avait ce débat sur la nomenclature
de ce qu'on appelait avant le new style et ce qu'on appelle maintenant le hip-hop freestyle par rapport à ce que les Américains ont appelé comme ça eux aussi. On a juste pris leurs mots alors qu'on avait déjà un mot nous posé dessus. Voilà. Et en fait, cette information-là, apparemment, il y a eu des débats dans la région parisienne avec des grands acteurs de la danse, sauf que comme personne ne le met sur les réseaux, ou en tout cas ne font pas d'efforts pour partager les informations sur les réseaux sociaux, et ben en province ou ailleurs dans le monde, et ben t'en sais rien de tout ça. Et donc t'arrives à Paris, on te prend pour un vieux con ou quelqu'un qui n'a rien compris parce qu'il n'a pas les informations. C'est dommage. Donc voilà, un petit exemple concret du manque de partage d'informations concernant la danse et de l'actualité. Pour vous prouver un peu à quel point c'est une documentation nécessaire, je vais vous rappeler à quel point la danse est éphémère. La danse est éphémère parce que le mouvement s'oublie très vite. Et on est aujourd'hui à une époque où on a la chance d'avoir des supports qui nous permettent de nous remémorer le mouvement, le geste et même la parole d'un danseur qui, on a pu longtemps le penser, était, comment dire, pas importante, la parole du danseur. C'est pas juste quelqu'un qui danse, qui fait des gestes, mais c'est vraiment quelqu'un qui pense sa danse, comme le musicien pense sa musique, etc. Bref, je m'écarte. Mais aujourd'hui, on a la vidéo pour témoigner de nos gestes, de nos mouvements. Mais on a aussi l'écrit, on a aussi la notation, la banne, pour vraiment les connaisseurs de chez connaisseurs. Pour expliquer rapidement, la notation Laban, c'est un système d'écriture qui permet de noter le mouvement. Donc ça ressemble à des colonnes verticales et tu fais des petits dessins de carrés, de ronds, etc. Ça ressemble à rien quand tu le regardes comme ça, tu ne comprends pas. Mais quand tu apprends à le lire, tu peux détailler le geste et c'est très précis. Tu peux noter les mouvements d'un œil avec des petits bâtons, des petits schémas, etc. Voilà, donc pour témoigner de l'oubli de la danse, du mouvement, à quel point c'est facile. On a fait un exercice un jour à l'école. On nous a demandé de sortir de la salle et seule une personne est restée et a appris une chorégraphie. Cette personne a appris la chorégraphie comme elle pouvait, avec les intentions, les gestes, les bonnes dynamiques, les déplacements, la temporalité, etc., etc. Et un par un, on a transmis la chorégraphie à une autre personne. Et donc, entre la personne A et la personne Z, il y a un fossé, mais immense. C'est-à-dire que la chorégraphie s'effritait, elle perdait de ce qu'elle était au départ. Et forcément, moins on passe aujourd'hui par les supports vidéo, écrits, etc., plus on oublie la danse. Et j'ai l'impression de rappeler quelque chose d'élémentaire, et il faut le rappeler, cette chose élémentaire, parce qu'on l'oublie, et c'est là où la musique, le cinéma et d'autres arts sont intelligents, c'est qu'ils font énormément d'efforts là-dessus. Et pour un peu placer cette notion au centre du débat, la légitimité, il n'y a pas de légitimité, je trouve, à parler de danse. Quiconque traverse la danse, la regarde, porte un intérêt quelconque pour cet art, a le droit d'en parler. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup se refusent ce droit et ce geste qui est tellement symbolique d'écrire sur la danse, de s'archiver soi-même. Pour faire un exemple concret, il y a un rappeur, producteur de podcast sur YouTube que je suis qui s'appelle Driver, qui a écrit un livre autobiographique sur lui. C'est pas un mec qui a une renommée internationale, c'est pas un mec qui a vendu des millions d'albums, mais il a fait son autobiographie. Et je trouve ça intéressant parce que moi, je suis ce mec. Je porte de l'intérêt pour ce gars. Et il ne fait pas des chiffres immenses, mais il écrit déjà sur lui. Il s'archive soi-même, il se documente. Et je trouve ça important pour transmettre sa passion, ses connaissances, et voilà, pour les futurs étudiants de ce game. Tu vois ce que je veux dire? Et on manque vraiment beaucoup de ça. De gens qui prennent la peine d'écrire sur soi. Et pour faire le lien, moi, un peu avec mes créations, c'est vrai que pendant une année et demie, j'ai fait cet effort de réalisation d'un documentaire, l'histoire d'un nouveau sentiment, sur la mise en place d'un style de danse entre le jazz et le hip-hop. Pour moi, c'était ultra important parce que je sentais que j'étais en train de former une danse entre le hip-hop et le jazz et que je voulais m'en rappeler et que ça se trouve, ça pouvait devenir quelque chose. Un style de danse, un espèce de petit mouvement dans les cours de danse, etc. Et pour moi, c'était important de m'archiver moi-même, déjà pour mon souvenir,
c'est simplement cool de retrouver ça dans les années à venir. Et c'est un peu pourquoi j'ai fait des vidéos depuis ces quelques années sur Internet. Vous pouvez retrouver les premières vidéos, vous allez voir que je raconte la même chose. C'est cool de retrouver des traces de ce qu'on a fait. Et si ça peut servir à d'autres, et ça sert à d'autres, ça c'est sûr, c'est cool. Ok. Voilà, c'était pour témoigner de la faible capacité qu'a la danse à traverser le temps. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va voir pas que des moyens de traverser les époques avec la danse, mais on va analyser pourquoi et comment on peut tendre vers ce geste de documentation, de médiatisation, simplement. On n'a pas besoin d'être le plus grand danseur de tous les temps pour écrire, archiver, documenter la danse. Récemment, au pôle supérieur, à mon école, on a eu une intervention de monsieur Patrick Aconi, fils de Germaine Aconi, fondatrice, directrice de l'École des Sables au Sénégal, qui est une grande école de danse africaine contemporaine. Et ce monsieur est venu chez nous au pôle supérieur à Paris pour nous faire un stage de danse africaine. Et à un moment, il nous a parlé de quelque chose qui, moi, m'a frappé. C'était nommer, c'est donner du pouvoir. Je le cite. Et je trouve cette phrase magnifique parce qu'elle résume parfaitement toute l'idée qu'il y a derrière ce podcast. Donc, nommer, c'est donner du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on place un mot sur un phénomène, on le conscientise déjà dans l'esprit, on forme, je ne suis pas scientifique, mais des neurones, des connexions, on forme une imagerie autour d'un mouvement et c'est ultra important comme première étape, comme première démarche vers la documentation. Il n'y a pas de documentation sans écrit, sans mots. Comment tu peux parler de danse sans les mots adéquats ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, selon moi, de créer des nouveaux styles de danse, des nouvelles nomenclatures pour toujours réactualiser, moderniser encore et encore la danse, pour vraiment observer une évolution. Et donc, Patrick Aconi, il nous a fait part de cette réflexion, que j'ai trouvée très belle et je le remercie. Et il nous a témoigné d'un phénomène aussi en danse africaine, et que j'ai trouvé aussi très sincère, très authentique et très simple. Il a dit que la création d'un nouveau rythme, c'était la création d'une danse. Et ça, c'est ultra important. Parce que des nouveaux rythmes, dans notre culture, nous, française, il y en a. Dans notre culture française influencée beaucoup par l'Amérique, etc., il y en a. Je parle de la drill, la jersey, toutes ces choses-là, la trappe. Et ces rythmes, on leur a donné des noms et qui ont après donné le nom du style de danse. Donc, chez eux, bon, c'est pas une généralité, mais de ce qu'il m'a dit, un nouveau rythme, on lui donne un nom, un nouveau rythme, ça donne un nouveau style de danse. Et le nom, c'est le même. Que la musique, que la danse, c'est le même. On n'a pas vu de danse trap apparaître. Pourtant, il y aurait vraiment l'objet d'en faire un cours de danse à part entière. Pas du hip-hop, mais un cours de danse trap, un cours de danse jersey, un cours de danse drill. Et un autre exemple pour témoigner de l'importance un peu d'en faire des styles de danse, c'est que j'ai atterri dans un clip de 3% un week-end parce que j'avais vu une story où demandait pour les danseurs la qualité de danseur jersey, danseur drill. Et j'étais vraiment impressionné par la vitesse à laquelle on avait associé la jersey, la drill à une danse. Comme quoi, il y a vraiment un pont qui existe. Et par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu voir sur internet, c'est vrai que quand on parle de drill, on parle aussi de danse. On parle de gestes, de Pop Smoke, de tous les gestes qu'on a pu voir dans les soirées, etc., qui sont repris aujourd'hui. Donc il y a vraiment une danse qui existe autour de ça. Parce qu'il y a un mot qui a été posé en musique et après qui a été transvasé en danse. La danse jersey, la danse drill, la danse trap. C'est des... Comment dire ? C'est vraiment un groupe de mots qu'on n'a jamais entendu ensemble. Et donc pour moi, c'est important de toujours garder ça à l'esprit, qu'un nouveau rythme, c'est une nouvelle danse. Et ça me rappelle, moi, à quel point c'est simple de créer une danse.
Il n'y a pas besoin d'être un génie ou quoi, d'avoir réfléchi sur la danse pendant 10, 20 ans pour créer une nouvelle danse. Et c'est là que moi, j'ai observé un fossé quand j'ai annoncé que je voulais créer ma danse sur Instagram. Et j'en discutais avec une danseuse qui m'a dit qu'à premier abord, elle s'était dit, mais pour qui ce gars se prend, quoi? Pour qui il se prend de créer une technique, une danse, voilà. Mais vraiment, quand on replace les choses dans leur contexte, moi j'ai juste voulu apporter ma contribution à la danse, à faire d'un rythme de drum and bass, de jungle, etc., de faire de tout ça une danse, avec le hip-hop et le jazz, rien de plus. Et selon certaines personnes, déjà cet effort, il était trop. C'était trop se prendre pour je sais pas qui. Ok? Et donc, la phrase de Patrick Acconi, l'exemple que je viens de vous citer, c'est pour, désamorcer les choses. Les remettre là où elles sont. Un nouveau rythme en musique, c'est une nouvelle danse. Une nouvelle danse, c'est aussi un nouveau rythme. Et ça va pas plus loin. Des fois, c'est des choses aussi simples que ça. Voilà. Et des fois, ces choses, on les oublie. Et donc, quand on pose des mots, on donne du pouvoir. Parce qu'on crée une imagerie. On ferme quelque chose. Et quand on crée une imagerie, on donne un mot, on peut en parler. Parce que sans mots, c'est un peu con de dire ça, mais on peut pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu fais que des bruits. Et vous savez de quoi souffre le jazz? De bruitage. Les pow, les tch, etc. Pour définir la danse, son geste. Alors qu'en classique, tu as beaucoup plus de nomenclature, de pas techniques, qui ont des mots. En jazz, il y a tout ça aussi. Et c'est vrai que les bruitages en jazz aussi, ça apporte sa plus-value. Mais voilà, si on pouvait créer aussi des nouveaux mots pour actualiser, moderniser le jazz, ça serait pas de refus. Il y a un autre exemple pour moi qui vraiment relate de toute cette non-médiatisation de la danse, qui freine son expansion, c'est tout ce qui s'est passé dans le hip-hop français ces dernières années et personne n'a mis de mots dessus. Personne n'a défini ça comme un style de danse, une technique. On n'a pas nommé, on n'a pas donné de pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est la partie de cette vidéo. Et donc, pour parler concrètement de ce que je pense, c'était l'objet d'une de mes anciennes vidéos, le Sarcellite Style, pour moi. C'est un style de danse à part entière qui appartient à la culture hip-hop, c'est vrai, mais c'est un style de danse. Donc, je parle de leur schéma un peu de passage en battle, avec leurs pas de base, etc. Vraiment classique, années 90, hip-hop freestyle, les bases, etc. Puis construction, Tetris, construction de bras, de jambes, etc. Et c'était cette alternance pour moi qui formait un style de danse sarcellite. Et c'était une formule qu'on a beaucoup vue en battle à partir de 2014 jusqu'à 2018-19, ça s'est un peu effacé. Voilà. Et il y a eu vraiment 3-4 années de domination sur le game des battles avec ce style de danse et personne n'a nommé ça. Du coup, on n'a pas donné de pouvoir. Du coup, on n'en a pas fait une entité à part entière. Et on a, par définition, effacé un chapitre entier de l'histoire du hip-hop français. Voilà, rien que ça, rien que ça. Juste parce qu'on n'a pas donné de nom à ce style de danse. Et pour moi, il y a plein de moments dans le hip-hop français, la danse hip-hop française, où on n'a pas mis de nom et du coup on a oublié. Je parle des Twins, je parle de Serial Steppers, je parle de Wanted Posse, je parle de Junior, je parle de Fice. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces grandes personnalités de la danse et ces groupes de danse, mais chacune des personnes que je vous ai citées a apporté quelque chose de immense au hip-hop, et pas que français, mondial. C'est-à-dire que ce que Junior il a fait pour la danse handicap, c'est immense. Et il n'y a pas eu tant de documentaires sur ça, sur comment Junior il a révolutionné la danse handicap. Alors que pourtant, voilà, Fice, comment il a partagé et il a,
oui, partager sa vision des bases hip-hop et il a diffusé sa danse tellement partout dans les cours de danse, les stages, tant il en a donné, que ce soit, je sais pas, en France ou à l'étranger, que son style de danse, à lui, à Fice, est imbibé dans la danse hip-hop mondiale. Et voilà. Et personne n'a osé, ni même lui, dire, voilà, ça c'est le style de danse Fice. Les Twins, pareil. Combien il y a eu de petits et de Twins. Et j'en étais un quand j'avais 10-12 ans. Je les ai recopiés, mais 1 milliard de fois. Et j'ai jamais pensé que c'était un style à part entière. Enfin, je le pensais, mais je l'ai jamais nommé, conscientisé. Parler de ça en tant qu'objet, en tant que style de danse à l'intérieur du hip-hop. Pour un peu enfoncer le clou, nommer, c'est donner du pouvoir, mais c'est aussi encadrer une œuvre. Et ça, c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Et j'aimerais même appeler la vidéo comme ça. Nommer, c'est encadrer une œuvre. C'est la sublimer. C'est lui donner sa touche finale. C'est comme l'artiste peintre qui va mettre un cadre à son œuvre pour l'embellir. Pour embellir les formes, les reliefs, les couleurs. On n'imagine pas la Joconde au Louvre sans cadre. Et ben moi, je ne peux pas me mettre dans l'esprit qu'il y a des styles de danse qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas de mots, et qui du coup n'ont pas pu être sublimés et placés dans l'histoire de la danse. Alors que vraiment, ils mériteraient d'être inscrits dans l'histoire de la danse. J'ai eu un cours à mon école pôle supérieur par une enseignante de Paris 8. C'était un cours d'analyse d'œuvre. Et c'est elle aussi qui m'a fait conscientiser le fait que moins on parlait de quelque chose, plus vite on l'oubliait. Et elle prenait l'exemple des pièces polémiques. C'était un de ses sujets de mémoire, ou de thèse, je ne sais plus. Mais bref, c'était un sujet qui la préoccupait beaucoup. Les pièces polémiques, pourquoi on en parlait, etc. Tout ce qui se passait autour de ça. Les pièces polémiques, elles ont eu pour chance, je pense que c'est une chance, mais d'avoir sollicité un intérêt et donc du coup d'avoir des articles, des vidéos qui parlent de ces pièces. Et du coup, ça leur a fait une pub énorme. Et après, tu peux tourner, tu peux diffuser ton spectacle, tu peux gagner beaucoup d'argent plus ça tourne. Tu peux ensuite refaire une création, enfin, va y avoir un intérêt autour de toi. Mais c'est parce qu'il y a eu des pièces polémiques. Et elle disait aussi que le pire pour une pièce de danse, c'était l'absence de critique. Les critiques, et ça on le sait depuis un petit moment, il y en a beaucoup qui le disent, mais critiques, les pubs, bonnes ou mauvaises, elles sont bonnes à prendre. Parce qu'on parle de toi. Et il y a tellement d'exemples, hein, Booba, beaucoup de rappeurs, qui ont des critiques bonnes et mauvaises. Kanye West, un des meilleurs exemples en fait, j'aurais dû le prendre dès le début. Kanye West, on parle de lui toutes les semaines. Toutes les semaines. Et on parle pas forcément de sa musique. On parle de ce qu'il a fait, de bien ou de mauvais, souvent de mauvais. Mais voilà, on parle de lui. Et en fait, ça entretient son œuvre. Ça entretient son catalogue musical. Et voilà. À un certain niveau, c'est clair que c'est dommage de surfer tout le temps sur les mauvaises critiques. Mais l'absence de critique, c'est ce qu'il y a de pire pour un artiste. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cherchent la polémique. Il y avait des choses en danse contemporaine qui ont fait énormément parler. Le fait d'avoir du nu sur scène, ça crée des articles, etc., etc., etc. On va passer à quelques études de cas. J'ai appelé ça comme ça. C'est d'autres exemples encore pour argumenter dans le sens de documenter la danse, c'est nécessaire pour la faire grandir. C'est-à-dire que la trappe, cette culture, et je parle bien de culture, je ne parle plus seulement du style musical. Pour moi, la trappe est devenue une culture parce qu'elle a englobé plusieurs disciplines. Donc, des styles de vêtements, un langage, un argot, des nouveaux rythmes. Voilà, ça fige une époque.
Et c'est aussi concernant les trap house qu'il y avait aux États-Unis et dans plein d'autres pays après, où c'était ces maisons de la drogue. Donc voilà, il y a un contexte aussi culturel, social, qui après a amené le style de musique, de vêtements, de langage, tout ça. Et c'est pour ça que c'est devenu une culture. Et c'est devenu une culture parce qu'on l'a énormément documenté. Le nombre de podcasts qui ont émergé avec la musique ces dernières années, il y en a beaucoup qui ont parlé de la trappe, comment ça a donné cette nouvelle couleur au hip-hop et c'est devenu une nouvelle base à avoir. Et je vous dis que c'est devenu une culture parce que ça a été documenté et j'en ai une preuve sous les yeux que je vous montre. Il y avait le livre Trap. Je sais plus, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où je répertoriais un peu ce que j'avais apprécié lire et voir dans mon année 2022, je crois. Donc bref, ce livre est génial et parle de la trappe, de la culture trap. Et c'est un recueil d'articles. Donc un des journalistes les plus connus que j'ai eu la chance de voir à une séance de dédicace de Driver, Raphaël Dacruz. Donc voilà, il y a plusieurs journalistes comme ça qui ont écrit sur la trappe, donc sur sa culture, et les chapitres sont vraiment intéressants parce qu'ils ne parlent pas seulement de la musique, mais ils parlent en fait du contexte culturel, social, historique qui ont amené à la trappe. Et en fait, voir qu'il y a des livres qui sont écrits sur la trappe, alors qu'à la base, je vous rappelle que c'était une maison pour la drogue et que c'est après devenu un style musical, c'est génial. Et ça pose vraiment la trappe en tant qu'entité à part entière, comme objet artistique. Voilà. Je vous ai dit, il me semble que j'ai été fasciné par l'évolution d'une danse en mouvement. Ça devient une technique, ça devient, oui, voilà, un mouvement esthétique à part entière. Et ça rentre après dans l'histoire générale de la danse. Et des fois, voir que de simples créations arrivent à cheminer vers ça, moi je trouve ça génial et ça me passionne. Et donc voilà, documenter c'est la condition nécessaire. Ce livre Trappe documente la trappe et pour moi pose la trappe en tant qu'objet culturel et le fait encore un peu plus rentrer dans l'histoire de la musique. Et là au moins pour les prochaines années à venir, pour les prochains étudiants du game, pour les prochains passionnés de musique ou de danse ou quoi, on aura un livre qui répertorie vraiment l'histoire de la trappe. Et c'est génial parce qu'on avance, on ne reproduit pas les mêmes erreurs ou alors on reproduit les bonnes idées. Dans la danse, qu'est-ce qui a été fait qui a marqué les dernières années? Donc, c'est pas un exemple le plus méconnu du grand public, mais c'est le documentaire Rise sur le krump. Le krump, cette danse de la West Coast des États-Unis, a tout raflé sur son passage, de par son énergie, de par son histoire, son contexte aussi. Vraiment, c'est devenu quelque chose d'immense dans la culture urbaine hip-hop et dans la culture chorégraphique tout court. Et ça fait vraiment sa place dans l'histoire de la danse. Et pourquoi ça a eu cette place hyper importante? C'est parce que il y a eu de la documentation et notamment le documentaire Rise et des films dans lesquels le krump apparaissait. Et Rise a en fait tellement figé une époque et c'est devenu le documentaire symbolique, historique du krump, comme Paris is Burning pour le voguing. C'est pareil, Rise pour le krump. Je vous invite vraiment à aller checker ces documentaires si vous ne les avez pas vus, parce que c'est vraiment des classiques qu'il faut avoir vus. Et même moi, il me semble que j'ai pas terminé Rise, et Paris is Burning, je l'ai vu. Donc voilà. On a eu ça ces dernières 20 années. Le documentaire Rise, et c'est pas assez bien sûr. On a eu aussi Krump Basics par Ty Guys et un peu son entourage, qui a permis d'accentuer le côté pédagogique du krump, de vraiment rentrer dans le détail des exercices, des mouvements. Et là, c'était important. Et je me rappelle avoir une conversation avec un ami danseur à moi qui pratique le krump, qui m'a dit qu'en fait, là où avait été intelligent le krump, c'est qu'ils ont fait ce travail de documentation qui leur ont permis après d'avoir une place immense dans les scènes de théâtre. Donc on l'a vu avec, encore une fois j'ai oublié son prénom,
la pièce de danse avec l'opéra et le crump, toutes les danses qui ont fait cet effort de s'archiver soi-même, de se documenter, de communiquer et de se médiatiser, ont maintenant une place importante. Et je pense que le jazz souffre de ça, de sa non-documentation chorégraphique, parce que musicale, elle y est, elle est vraiment immense aussi, comme le hip-hop, comme le classique et d'autres styles de danse, le rock aussi, de musique, pardon. Le jazz souffre de sa non-documentation en danse. C'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est quand on est extérieur à ce milieu. Des fois, on sépare le modern jazz, les claquettes, etc. Ça fait partie du jazz. Et on n'a pas de documentaire, pas assez en tout cas, de livres autour de ça. Et il y a vraiment des historiens immenses en France, que j'ai eu la chance de côtoyer moi dans mon école, qui sont des experts du jazz, de sa danse. Et mon Dieu, que j'ai envie juste de me poser autour d'une table qui me raconte un peu l'histoire de cette danse à travers un podcast, un livre, peu importe. Mais il faut documenter encore et encore. Et c'est pour ça qu'il y a une telle confusion un peu aussi, je pense, c'est ce que j'avance comme propos, il y a une telle confusion autour de la danse jazz, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, à quel point elle est présente partout sans le savoir sur les scènes, avec Ofesh, avec plein d'autres compagnies immenses et très réputées mondialement. Et on a eu plein de débats avec mes amis sur cette question de l'identité jazz, sur ce qu'elle représentait sur les scènes, sur ce qu'elle était en cours. Alors que vraiment, et moi, j'essaye de vous faire cette histoire de la danse jazz un peu à travers 2-3 vidéos. Mais je suis vraiment pas un expert. Et vraiment, je vous glisse un peu des points d'accroche autour de la culture jazz parce que je la trouve vraiment intéressante et qu'elle sert la culture hip-hop. Sans la culture jazz, tu pourrais même pas expliquer une seconde la culture hip-hop. Et il y a plein de problématiques de la culture hip-hop aujourd'hui que le jazz a rencontré, a résolu en partie. Et donc voilà, comme il n'y a pas eu cet effort de documentation, il n'y a pas eu l'histoire qui a été transmise, et j'ai peur, je ne pense pas que ça va arriver, mais que le hip-hop reproduise des erreurs que mais que beaucoup de personnes dans le jazz ont faites. De ne pas oser à un moment affirmer sa position, la réaffirmer même autour d'un livre, d'un documentaire, etc., etc. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, je suis désolé. Pour conclure cette vidéo, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Vous l'avez compris, l'an dernier, j'ai formé ma danse, mon style de danse que j'ai nommé la guinche. C'est très récent que j'ai posé un mot là-dessus. Et je vous expliquerai en temps voulu pourquoi la guinche. Et vous avez déjà pu voir dans mon documentaire que c'est parti d'une réflexion, de vouloir s'archiver soi-même, de vouloir se documenter pour servir peut-être d'autres étudiants, d'autres jeunes ou autres plus tard. Et aussi pour me remémorer moi-même ce que j'étais, ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'était vraiment pour moi important de faire ça. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Et pourquoi ma danse, la guinche, ce style de danse ne peut pas vraiment être un style de danse reconnu pour l'instant, c'est parce que, déjà il n'est pas pratiqué par beaucoup, mais aussi il n'est pas documenté. Imaginez une seule seconde si tout d'un coup, médias, journaux, YouTube, télévision, radio commencent à parler de ça. Et là, ça le poserait en tant que style de danse, mouvement. Et pourquoi pas culture? Et là, on répond à la problématique de comment un style de danse passe à une culture. Comment ça devient un mouvement et après une culture? Et là, on a une réponse. Et je vous l'ai dit à travers toute la vidéo. La documentation. N'ayez pas peur d'écrire sur vous-même, sur la danse, de raconter vos expériences, de les partager, de faire des débats autour de la danse. Et il y a des petites actions qui sont faites autour de moi pour partager les histoires de la danse. Les moments les plus importants, les bruits de couloir qui peuvent devenir après des histoires de la danse.
il y a des podcasts, il y a des livres qui sortent. Et en temps voulu, je partagerai des moments avec ces gens-là pour faire grandir notre milieu chorégraphique français, parce qu'il en a besoin. Plus on crée de documentation autour d'un sujet, plus on le pose en tant qu'entité, et on défend sa cause, on le fait grandir. C'était Ankh Apostique pour ce nouveau podcast de réflexion, Documenter la danse. Merci beaucoup, à bientôt.